ma réaction. La première fois que tu m'as dit qu'on ne t'avait jamais tapé, j'étais choquée à un point. Oui. Genre, pour moi, ça n'existait pas. Pendant la première partie de mon enfance, c'est surtout ma mère qui nous a éduqués, parce que mon père était souvent en déplacement. Et c'était une éducation très bienveillante, Montessori. Donc souvent, ma mère était vue un peu comme une... Hi everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Sis Talks. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial et je suis super contente parce qu'en plus, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, sur lequel je peux parler très longtemps. Tu voulais en parler d'ailleurs. Ouais, ça fait très longtemps. Et ça fait très longtemps qu'on voulait en faire un tous les deux, mais il fallait faire garder les petits gremlins, ce qui était un petit peu compliqué. Le but, c'est de parler d'éducation et plus particulièrement du fait d'élever des enfants qui soient à la fois heureux et disciplinés. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le débat. C'est un peu un challenge, parce que ça paraît contradictoire. Ouais. T'as un peu ce truc de te dire soit ils sont contents, ils sont heureux, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Soit je les discipline, je les élève à la dure. Et ils vont sortir droit, mais ils finiront malheureux. Ouais. Et réussir à faire les deux, ça nécessite de faire la part des choses, ça nécessite de parfois faire des compromis sur l'un ou sur l'autre, c'est compliqué. Ouais. C'est un équilibre à trouver. Ouais, et puis surtout, les gens partent du principe que c'est soit l'un, soit l'autre, que en fait, on ne peut pas trouver justement cet équilibre-là. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je pense que toi non plus. Je pense vraiment que c'est un équilibre qui est pas facile à trouver, mais qui se trouve en réalité. Le problème, c'est que l'équilibre, c'est pas une sorte de ligne constante sur laquelle tu te trouves tout le temps. Tu vas toujours pencher d'un côté ou de l'autre. L'essentiel, en fait, c'est de trouver le juste dosage. Et le juste dosage, c'est pas forcément du 50-50. C'est pas être 50% du temps extrêmement dur, 50% du temps tout laisser couler ou autre. Parfois, c'est du 30-40, du 30-70, etc. Un 4 quarts, un 4 quarts. 4 quarts. 4 quarts. J'ai 4 quarts ou 4 quarts 4 quarts. On prononce correctement. Je sais. Un 4 quarts, c'est 4 parts de... C'est quoi? C'est du sucre, de la farine, du beurre et du lait? Je crois, ouais. J'en ai jamais fait. Quoi qu'il en soit, donc c'est 250 grammes de chacun. Et l'éducation, ça peut pas toujours être un 4 quarts. Ouais. Parfois, il faut que tu doses un tout petit peu plus de ça, un tout petit peu moins de ça, plus de ça. Et en fonction du four que tu auras, il faut que tu adaptes la recette. Donc, en fonction des situations, si tu as tes parents à côté et que tu peux les confier facilement, ça aide. Si tu dois travailler plus dans certains contextes. Si c'est un enfant qui est sensible aussi, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'adaptation. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, commencer par nous parler un petit peu de ton enfance, comment toi, tu as été élevé? J'ai eu une éducation qui a été... Si on prend les termes qui sont souvent utilisés aujourd'hui, ça a été très Montessori. Pendant la première partie de mon enfance, c'est surtout ma mère qui nous a éduqués, parce que mon père était souvent en déplacement. Et c'était une éducation très bienveillante, Montessori. Il n'y avait pas ces termes encore à l'époque. Il n'y avait pas cette histoire d'éducation bienveillante. Donc souvent, en fait, ma mère était vue un peu comme une hippie. C'était un peu, oui, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Elle va en faire des enfants permissifs. C'est ça. C'est ça. En fait, elle était juste à l'écoute de qui on était, de comment on fonctionnait. Et elle n'avait pas besoin de nous discipliner. Elle nous expliquait les choses, elle nous grondait, on était punis. Mais c'était pas une éducation stricte où il fallait serrer l'enfant, il fallait tout lui interdire, il fallait lui dire non, il fallait taper, C'était pas ça. Du coup, on t'a jamais tapé. Non. Ça, c'est un truc à préciser. On t'a jamais tapé de ta vie. Et culturellement, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça se faisait énormément. Je sais pas si tu te rappelles ma réaction. La première fois que tu m'as dit qu'on ne t'avait jamais tapé, j'étais choquée à un point. Oui. Genre, pour moi, ça n'existait pas. Parce que vraiment, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et pour moi, un enfant qui n'avait jamais... Parce que moi, pour le coup, c'était pas le cas. Moi c'était... Enfin, voilà. En fait, moi, j'étais persuadée à cette époque-là, quand on s'est connus, j'avais 21 ans. Ouais, je pensais que c'était le seul moyen d'avoir un enfant bien élevé. Pour moi, ce n'était pas envisageable d'élever son enfant en étant sans le taper, quoi. Si toi-même t'as connu ça, si tous les enfants autour de toi, tes cousins, tes amis, etc. ont toujours connu ça, forcément. Toi, tu pars avec cette idée-là, selon laquelle, en fait, tu grandis et tu repenses à toi auparavant. Tu te dis, oui, c'est logique, quand je faisais des bêtises, on me tapait. Et puis j'ai arrêté de faire des bêtises. Voilà, donc, je me tenais à carreau. À l'époque, je trouvais ça injuste, mais finalement, ça a du sens. Et le truc, c'est que c'est quand tu te mets à côtoyer d'autres modèles que tu te rends compte que c'est possible. Ma mère est assistante maternelle. On a vu beaucoup de cas, beaucoup d'enfants différents, beaucoup de modèles familiaux différents. Ce qui ressortait toujours, c'est que peu importe le contexte familial, un enfant, tu peux lui enseigner des choses, dont la discipline, sans avoir à être dur, à être strict. Tu dois t'adapter à l'enfant, certes, mais il y a toujours un moyen d'amener les choses. Un enfant, c'est une page vierge, c'est une page blanche. Évidemment, une fois que l'enfant arrive à 2-3 ans, il y a le contexte familial, il y a l'éducation qu'il a eue à la maison, il y a plein de choses. Et puis même, il a commencé à se construire aussi une personnalité. Donc tu vas pas toujours utiliser exactement les mêmes méthodes. Mais si tu te poses 2 minutes, en fait, et que tu prends l'enfant comme un être humain à part entière, tu peux toujours.
Tu peux toujours lui faire comprendre les choses, tu peux toujours le raisonner, t'es pas obligé d'arriver toujours à taper. Et parfois, comprendre aussi d'où il vient, pourquoi il réagit comme ça permet en fait d'aller actionner des leviers. Et au-delà de ça, il faut aussi préciser que ta mère a dû s'adapter au fait qu'il y ait beaucoup de neurodivergence dans la famille, c'est-à-dire que toi, du coup, tu es surdouée, ta sœur est hypersensible, ce qui est très difficile à gérer. Elle-même, ta mère est elle-même hypersensible, donc deux hypersensibles qui essayent de communiquer ensemble, c'est pas évident. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu toutes ces petites choses-là auxquelles il fallait s'adapter. Et du coup, soit on a l'approche de ta mère et on essaye de comprendre l'enfant, de se mettre à sa place, et dans ce cas-là, ça peut très bien se passer. Ou alors, l'enfant, il réagit de telle manière parce que son cerveau fonctionne différemment. On s'énerve, on tape, et puis bon, l'enfant, peut-être qu'il va se tenir à carreau, mais il n'aura rien appris, il aura juste appris à se taire, en fait. Ça, tu le vois aussi à l'école. Dans une classe où il y a 20, 25, 30 enfants, c'est des personnes différentes, avec encore une fois une histoire différente, un schéma familial différent, un cerveau différent. Tu as un professeur qui doit gérer tout ça. Et il n'est pas forcément armé pour. Et donc, c'est pour ça que très souvent, tu te retrouves en fait avec... tu as des clichés, tu as des boîtes. Tu as les enfants turbulents qui vont être là. On va moins les calculer, on va être plus dur avec eux. On va avoir beaucoup moins de tolérance. Après, tu vas avoir les enfants effacés. Pareil, on va pas trop les calculer, on va pas être méchant avec eux non plus. S'ils font une bêtise, on va un peu laisser couler. Et puis après, tu vas avoir les chouchous. C'est ceux qui vont être ultra sages en classe, mais qui vont participer, qui vont être plus avancés que les autres, etc. Ils vont avoir un traitement de faveur. Le problème, c'est que si tu n'adaptes pas ton approche à ces différents enfants-là, si tu n'essayes pas, ceux qui sont au fond, de les tirer un peu vers le haut, de comprendre qu'eux aussi, ils ont un potentiel, mais que s'ils agissent de telle manière, c'est qu'ils n'ont pas les outils. En fait, le fossé va continuer à se creuser. Tu crées en fait des sortes de grands blocs comme ça, dont les enfants ne sortent pas. Et ils se développent ensuite de cette manière-là. Toi-même, quand tu es un éducateur, quand tu es un professeur, quand tu es un parent, tu as cette part aussi tu es un humain. Toi aussi, tu pars avec, comme tu l'as dit, voilà, si tu es hypersensible, tu réagiras différemment face à quelqu'un qui est hypersensible aussi, face à quelqu'un qui va être plus agressif. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'éducation de manière générale, je parle, que ce soit chez les parents ou chez les professeurs ou autres, c'est cette part en fait de compréhension, d'intelligence émotionnelle où tu te dis pas que tu vas justement discipliner l'enfant, mais tu vas essayer de l'élever, tu vas essayer... Il y a cette notion d'élévation, tu sais, tu prends l'enfant là et tu vas essayer de l'élever. Tu vas essayer de le ramener à un stade plus haut. Plus adapté aussi à la société dans laquelle il va évoluer. Et toi, du coup, tu disais que ton éducation, elle n'a pas du tout été la même. Alors, mon éducation, elle a été différente de la tienne, mais au final, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors, contrairement à toi, moi, les corrections corporelles, elles étaient totalement incluses. Toi, tu dis correction corporelle, ça fait penser à des coups de fouet, tu sais, genre... Ouais, c'est vrai que voilà, non seulement du coup il y avait des punitions corporelles, mais c'était vraiment le seul modèle que je n'ai jamais connu quoi. Pour moi, c'était obligatoire et du coup, j'ai un petit peu pris ce réflexe de si tu veux pas te faire taper, il faut se tenir à carreau et on se tenait à carreau plus par peur. Mais c'était surtout le cas avec mon père parce que c'est surtout lui qui administrait ce genre de correction, ma mère beaucoup moins. Et en fait, je dis très souvent, j'adore l'éducation que ma mère m'a donnée. Genre vraiment, il y a très peu de choses que je changerais. J'aime tout, quasi tout dans l'éducation. Je pense que les seules choses que je changerais, ce serait peut-être un petit peu moins, justement pas de correction corporelle du tout et moins de cris peut-être aussi. Mais après, en fait, avec les cris, j'ai une position qui est un petit peu plus nuancée dans le sens où, en fait, je comprends comment on en arrive là. C'est-à-dire que bon, pour moi, le parent, il doit toujours faire un effort. Il doit vraiment essayer d'éviter ça au maximum. Mais je peux aussi parfaitement comprendre qu'une maman qui se débrouille toute seule, qui est dépassée, qui est à bout de nerfs, etc., en arrive à crier, à perdre son sang-froid, etc., parce que c'est super dur. Et moi, j'ai bien vu que c'était quelque chose qui avait tendance à m'arriver vraiment quand j'étais très fatiguée, quand je me sentais surstimulée, quand j'avais très peu d'aide, parce que, je sais pas, t'étais à l'extérieur ou ce genre de choses-là. Et que là, vraiment, c'est quelque chose qui pouvait me faire monter et me faire arriver à crier, par exemple. Il faut aussi dédramatiser les choses. C'est-à-dire que on est passé en l'espace de 30 ans d'une norme où il faut taper les enfants, il faut être dur avec eux, on nie presque en fait l'individualité de l'enfant. Totalement. À un schéma où c'est très 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 mal vu même de gronder son enfant en public. Il faut être cette sorte de parangon en fait, de bienveillance et de toujours parler comme ça. Oui, Mathéo. Ça, tu vois, je déteste. Mais les extrêmes, c'est jamais bon. C'est ça. C'est jamais bon. Tu restes un être humain. Tu as beau vouloir une éducation bienveillante, tu as beau vouloir parler calmement à tes enfants, leur expliquer les choses, tu restes un être humain. Il y a toujours un moment où tu gères comme tu peux.
Évidemment, tu vas pas garder ton calme jusqu'au moment où tu pètes un plomb et tu mets un coup à l'enfant. Bien sûr. Par contre, se mettre à crier, il faut pas non plus s'auto-flageller et se dire ouais non, Oui, je suis un monstre, j'ai crié sur mon enfant. T'es un être humain. Faut l'éviter au maximum, c'est vrai, mais en fait j'arrive à comprendre maintenant qu'il y a des circonstances qui sont vraiment différentes pour chacun et que bah voilà, une mère qui se débrouille toute seule, enfin moi je me mets à la place de ma mère qui s'est essentiellement débrouillée toute seule, ça peut arriver de crier, je pense que la tienne aussi ça lui arrivait parfois de péter un câble, de crier, pourtant elle était ultra bienveillante, ultra voilà, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et en fait, ce que j'ai adoré dans l'éducation que ma mère m'a donnée et que je déteste, enfin l'inverse du coup que je déteste dans l'éducation de certains, c'est le fait que beaucoup considèrent les enfants pas comme des personnes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tant qu'ils sont enfants, bah, c'est juste des enfants. Et il n'y a pas à leur parler comme un adulte et il n'y a pas à les traiter comme des adultes. Ils méritent moins de respect. En fait, c'est vraiment pas des personnes à part entière. C'est-à-dire que voilà, tant qu'ils sont enfants, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Je vais leur apprendre le respect en les frappant. Alors que, bah, imagine-toi juste la situation, par exemple, si toi, imaginons, je sais pas, on se dispute, je te manque de respect, par exemple, je sais pas, il y a un mot qui s'échappe et je sais pas, je te dis quelque chose qu'il faut pas et tu me frappes. Tout le monde s'indignerait, tout le monde pèterait un câble. Mais pourquoi quand c'est un enfant, c'est-à-dire un petit être vulnérable qui n'a que toi en fait, il ne compte que sur toi, il a besoin de toi. Il n'y a que toi qui est en mesure de le protéger, bah c'est toi en fait en réalité qui va t'en prendre à lui. Je pense que ça vient du fait que beaucoup imaginent que l'enfant n'est pas capable de comprendre. Quelque part, il n'est pas fini, donc autant prendre des raccourcis. Bah, on en parlait il y a quelques jours là, quand j'essayais d'expliquer les couleurs du coup au petit. Ta grand-mère m'a dit mais c'est pas maintenant. Je dis mais si justement. Si on veut qu'arriver à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ils soient capables de s'exprimer correctement, de faire des phrases, qu'on puisse échanger. C'était maintenant qu'il faut commencer à l'habituer, c'était maintenant qu'il faut lui expliquer les choses. Quand il montre de l'intérêt pour quelque chose, tu vois que par exemple, il a dans la main droite, il a un feutre rouge, dans la main gauche, il a attrapé le bouchon d'une bouteille rouge, il a plein d'objets rouges. Ben, il est en train de montrer l'intérêt pour le rouge, tu l'expliques, ça c'est du rouge. Ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge. Et c'est en construisant comme ça que tu vas finir par arriver à quelque chose. Mais il faut partir du principe que l'enfant est capable de comprendre quasi dès la naissance. Ouais. Parce que tu construis sa compréhension, tu construis sa personnalité, tu construis son intellect. Et faire ce travail-là, ça va induire que dans le futur, lorsque tu lui expliqueras les choses, il comprendra. Tu n'auras pas besoin de crier 50 fois. Évidemment, ça reste un enfant. Il y a des fois, il faut insister. Mais c'est fou leur capacité quand on prend le temps de leur expliquer les choses et qu'on se met à leur hauteur. Et justement, en fait, du coup, si je dois réexpliquer un petit peu dans quel état d'esprit j'étais, quand on s'est mariés, moi, dans ma tête, j'allais taper nos enfants, j'allais leur crier dessus, enfin, moi, en fait, j'étais vraiment dans l'idée... Je te rappelle ma réaction quand ouais, je me rappelle. Et ta réaction, elle est parfaitement légitime, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît insensé. Genre, la simple idée d'imaginer taper mes enfants, ça me tue. Et je sais que certains vont m'écouter et vont penser, du coup, que je suis une hippie, machin, parce que vous aussi, c'est ce que vous avez connu toute votre vie. Mais en fait, moi, en connaissant Bilal, du coup, je me suis dit, mais attends, il est très bien élevé, ce garçon. Il est très bien élevé, il a parfaitement réussi dans sa vie, etc. C'est peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de taper. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est vraiment là que la réflexion a commencé. Au-delà de ça, du coup, j'observais aussi ma belle-mère dans son travail d'assistante maternelle, etc. Évidemment, jamais de punition corporelle ou quoi. Mais en fait, je voyais vraiment qu'elle se mettait à leur place et au-delà de ça, elle m'expliquait plein de choses sur les capacités des enfants. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je vous jure, ce qui a vraiment changé totalement mon paradigme sur l'éducation des enfants, c'est en fait d'en apprendre plus sur ce qu'ils sont capables ou pas de faire. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que les enfants, jusqu'à un certain âge, ils n'ont aucune capacité autorégulatrice. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'autoréguler. Quand ils sont énervés, quand ils sont tristes, toutes les émotions qu'ils peuvent avoir, ils ne savent pas les gérer, en fait. Et du coup, quand tu comprends ça, tu te rends compte qu'en fait, quand, par exemple, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il n'a pas eu l'assiette bleue, c'est pas pour te saouler. C'est pas parce qu'il fait un caprice. C'est parce qu'à son échelle à lui, dans son petit corps d'enfant, ne pas avoir l'assiette bleue, c'est un drame. Oui. Pour lui, c'est très grave. Il n'a pas de recul. Pour lui, la chose la plus importante dans sa journée, c'est d'avoir sa petite assiette bleue. Parce que lui, il n'a pas nos préoccupations. Ses préoccupations à lui, c'est le câlin de papa et de maman, c'est d'avoir mon assiette préférée, c'est de pouvoir sortir, jouer dehors, etc. Et en fait, une fois qu'on se rend compte de ça, mais comment est-ce que tu veux être énervé ? En fait, au contraire, tu te dis, mais le pauvre, il a plein d'émotions comme ça qui sont en train de lui traverser le corps et il n'arrive pas à les gérer. Et en fait, il faut se rappeler un truc, c'est que nous aussi, des fois, on n'arrive pas à se gérer. Pourquoi est-ce qu'on attend des enfants qu'ils sachent absolument se gérer alors que nous-mêmes, des fois, on pète un câble, on s'énerve, on est frustré, machin, et on n'arrive pas à se calmer, on n'arrive pas à se gérer. Pourquoi est-ce qu'on attend des enfants
qui, eux, ont littéralement... Parce que nous, on n'a pas d'excuses. Hein. Nous, on est censé pouvoir savoir se réguler. Eux, ils n'ont même pas cette capacité-là et on attend d'eux qu'ils soient meilleurs que nous. Enfin, c'est insensé. Vraiment, c'est quelque chose de fou pour moi. Et on en revient en fait à la base qui est que l'enfant, il part de zéro et c'est aux parents de le construire. Donc si à un moment donné, l'enfant se retrouve à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, à moins qu'il y ait eu des circonstances particulières, c'est-à-dire un retard de développement qui est indépendant de l'éducation, un accident de la vie, un divorce, la perte d'un proche, quelque chose qui va impacter négativement le développement de l'enfant. Donc à moins qu'il y ait tout ça, dans des conditions normales, un enfant, au fur et à mesure de son développement, est censé avoir acquis des outils qui lui ont été apportés par ses parents, par ses professeurs, par ses proches, etc. Donc le parent qui se retrouve en fait face à son enfant de 7, 8, 9, 10 ans, à se dire « Ouais, mais c'est quoi cet enfant Il écoute jamais, il se comporte mal. » C'est ta faute. C'est de ta faute. Peut-être que les circonstances n'étaient pas bonnes, peut-être que c'était difficile, d'accord. Mais c'est le résultat, c'est le résultat, de ton ça, c'est le résultat éducation. de ton éducation. Ce qui va sortir au niveau du comportement de l'enfant, c'est le résultat de ce que tu as donné en termes d'éducation, en termes d'attention, en termes de présence, en termes de tout ce que... C'est toi. C'est le reflet de ce que tu as apporté. Donc si pendant 7, 8, 9, 10 ans, tu n'as pas pris le temps d'expliquer les choses à l'enfant, c'est dur, hein, c'est difficile. C'est très difficile. Il faut prendre sur soi, c'est un engagement sur des années. C'est des années de travail à répéter les choses, à prendre sur soi, à se remettre en question aussi, à se dire, bon, ce qui a marché il y a 3 ans, ça marche peut-être pas maintenant. La façon dont je lui parlais quand il avait 2 ans, là il en a 5, il faut que je m'adapte. Donc c'est beaucoup de remise en question et c'est un travail qui est nécessaire parce qu'en fait, c'est difficile pendant les premières années, mais arrivé à un stade, l'enfant devient assez grand et il a la capacité de raisonnement pour poursuivre son propre chemin. Mais il faut poser les bases. Si les bases ne sont pas posées, il ne peut rien en sortir de bon par la suite. Et pour reprocher à l'enfant en fait, de ne pas pouvoir se comporter correctement, s'autoréguler, etc., quand on n'a pas fait le travail nécessaire, on n'attendrait pas d'un bébé qui s'exprime parfaitement ou qu'il écrive un livre de 500 pages. J'étais tombée sur une vidéo justement qui disait ça, qui disait demander à un enfant qui sache se réguler sans lui avoir jamais appris, c'est comme me dire de construire une cabane. Je sais ce que c'est qu'une cabane, je sais ce que c'est que de construire. Mais tu m'as jamais appris à construire spécifiquement une cabane. Comment est-ce que tu veux que je le fasse? C'est impossible. Et ben c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est tellement important de juste réaliser les capacités des enfants. Parce que en fait, souvent les parents ont l'impression que les enfants sont là en train de les embêter, en train d'en faire trop, en train de faire des choses qu'ils sont pas censés faire, mais ils ne savent pas. Et en fait, du coup, on passe de mon enfant me saoule, il arrête pas de chouiner pour rien, à il est en train de galérer à gérer l'émotion qui est en train de passer, je vais l'aider. C'est vraiment ça, on change totalement de perspective. C'est dur. Hein. C'est super dur. C'est dur. C'est hyper dur parce que, en fait, si toi-même, tu es dans un état d'esprit où ça va pas, où tu es énervé, saoulé, machin, il faut que toi, tu réussisses à t'auto-calmer pour ensuite réussir à aider ton enfant à le faire. Et c'est pour ça que beaucoup de parents galèrent parce que, en fait, ils attendent de leurs enfants qu'ils réussissent à s'autogérer alors qu'eux-mêmes ne sauraient même pas leur apprendre à s'autogérer puisqu'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Ça va faire très hippie et ésotérique ce que je veux dire, mais il faut réussir à sortir de sa propre personne. Dans un moment comme ça, dans un moment de tension, de colère, dans un moment où on n'arrive plus à gérer les choses, où l'enfant est énervé, etc., il faut réussir à sortir un peu de ce cadre-là et se voir en fait comme une sorte de personne extérieure, se dire ok, là tout de suite là, l'enfant réagit comme ça, ça peut pas m'impacter. Si je laisse ça m'impacter, je vais réagir en fait de façon peut-être violente, de façon agressive, de façon en tout cas qui soit pas adaptée. Donc je le prends pas personnellement, je prends du recul sur moi-même et je vais essayer de me comporter comme la personne idéale. Comment est-ce que je réagirais si j'étais pas fatigué, si je n'étais pas sous tension, s'il n'y avait pas tous ces problèmes, ça. Ouais, il faut que je lui donne le meilleur de moi-même. Ouais. Et c'est difficile, on peut pas le faire, ça peut pas toujours fonctionner. Voilà, vous êtes des êtres humains, on est tous, voilà. Mais c'est un travail qu'il faut réussir à faire sur long terme, c'est un automatisme qu'il faut réussir à acquérir. Du coup, le gros point commun qu'il y avait entre nos deux éducations, c'est que ce soit ta mère ou la mienne, elles nous ont toujours traités comme des adultes, des êtres humains à part entière. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais jamais dire à ma fille « tu fais ça parce que je l'ai décidé » ou « tu fais ça parce que c'est comme ça ». C'est-à-dire que c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses, elle doit les faire. Mais je tente au maximum d'expliquer les choses. Je tente au maximum de lui faire comprendre. Ça fait toute la différence. Ça peut sembler vraiment minime, hein, mais ça fait toute la différence. Plusieurs fois, on va lui dire « tiens, il faut que tu fasses ça ». Mais pourquoi j'ai pas envie? Mais je suis en train... Tu dois le faire. Non, mais tu dois le faire parce que ça. Ok. Et parfois, en fait, c'est radical. Il faut juste expliquer, c'est le incroyable. fait qu'elle ait compris les choses, parfois, ça, encore une fois, ça marche pas toujours. Hein, c'est pas une baguette magique. Mais très souvent, quand elle refuse de faire quelque chose, si on le lui explique, elle dit ok. Parce qu'en fait, elle a compris la logique derrière. C'est pas juste un truc qui va l'embêter. C'est pas juste un ordre. C'est pas... Il y a une raison.
Ouais. Elle a compris pourquoi. Et elle sait que ça lui est utile à elle également. Donc elle va le faire. Exactement. En ce moment, d'ailleurs, ça me rappelle un truc actuel, c'est qu'elle râle un petit peu. Moi, je lui ai donné l'habitude, du coup, de ramasser derrière elle, de ranger derrière elle, etc. Sauf que ces derniers temps, du coup, j'essaye de l'inciter à faire plus que derrière elle. C'est-à-dire que, voilà, à contribuer pleinement au foyer. Et en fait, elle râle un petit peu quand je lui demande de ramasser quelque chose qui n'est pas, enfin, un bazar qu'elle n'a pas fait elle-même. Par exemple, je sais pas, je vais lui dire, est-ce que tu peux t'occuper de ramasser ça, machin. Elle va me dire, mais c'est pas moi qui ai fait ça, ou alors, non, c'est mon petit frère qui a fait ça, ou ce genre de choses-là. J'ai, oui, mais on est tous des membres de ce foyer et moi aussi des fois je ramasse tes affaires à toi alors que c'est pas moi qui ai mis le bazar, ou alors des fois je ramasse le bazar de ton père, ou alors des fois ton père il ramasse mon bazar, mais quand on habite dans une maison, il faut qu'on s'entraide et qu'on s'assure que le foyer fonctionne, mais c'est un travail d'équipe, il faut qu'on soit tous impliqués là-dedans. Et ben je vous jure, quand je lui explique ça, ça change absolument tout. Elle fait tout. Bah, d'ailleurs ce matin par exemple, il y a son frère qui est passé pendant que j'étais en train de la coiffer, il a pris toutes les trousses avec les barrettes, les machins, tout renversé par terre, mais du coup voilà, je lui ai bien expliqué, elle a tout ramassé, sans râler, sans rien. Et ça, il y a 1 an et demi, ça n'aurait pas fonctionné. Du tout. Ça serait pas passé, elle l'aurait pas assimilé. Du tout. Tu lui aurais expliqué, mais elle l'aurait pas forcément assimilé. Et c'est ok. Ouais. Ça n'aurait pas été une raison de s'énerver ou de s'exaspérer, de se dire bon, elle comprend rien. Faut Parce prendre qu'à les ce choses moment-là, étape par ses étape. capacités ne lui permettaient Faut pas. prendre les choses Mais ça ne étape nous par étape. empêche pas d'essayer. Faut C'est-à-dire essayer. que voilà. En fait, le truc c'est que faut pas mettre la barre trop haut en termes d'attente de ce qui va résulter, mais il faut pas même mettre la barre trop bas en termes de ce Ça, qu'on il va faut mettre pas comme se effort. limiter. On teste et on c'est voit. ça. Constamment essayer de donner le maximum et de faire le maximum à vos enfants aussi tôt que possible. Et S'il n'y d'élever, arrive comme pas, tu disais, la barre. c'est ça. Et s'il n'y arrive pas, mettez la barre très haut. Un enfant un bébé de 2 mois, lisez-lui des livres de philosophie. Ne vous arrêtez pas forcément à des oh, la balle est rouge. Boing, boing, boing. Donnez-lui des termes compliqués, parlez-lui constamment. Il répondra pas, il comprendra pas. Mais au final, c'est quoi la différence pour un bébé de 2 mois qui ne comprend rien à rien entre entendre une longue phrase avec des mots compliqués, etc., ou alors entendre ballon, boing, boing, boing. Il entend des sons. Et puis c'est des bonnes habitudes qui sont prises aussi. Et on va pas s'attendre à ce qu'un bébé de 2 mois réponde et répète les mots. Par contre, à force de les avoir entendus, arrivé à 2 ans, 2 ans et demi, il ne dira pas « Oh, voiture rouge là-bas !» Il dira « Oh, il y a une voiture rouge là-bas. » Il va faire une phrase complète parce qu'il aura pris l'habitude d'entendre des phrases complètes. Ouais. Au-delà de ça, comme on en parlait du coup au début, il y a cette espèce de truc de il faut soit une éducation ultra stricte, soit une éducation laxiste. Et en fait, ça, je suis tellement pas d'accord parce que vraiment, si vous voyez la manière dont j'éduque mes enfants, c'est vraiment exactement le juste milieu. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut un minimum d'intelligence émotionnelle pour percevoir les moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'estime que c'est pas le moment de discipliner. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'enfant, il est triste, il est pas bien, il est tout ce que vous voulez, et j'estime que la leçon, il faut qu'elle soit donnée, hein. Voilà, il faut qu'elle soit donnée, mais je la donnerai la prochaine fois parce que là c'est pas le moment. Là déjà l'enfant ne va pas bien l'apprendre. En plus de ça, ça va pas être éducatif du tout parce qu'il va pas réussir à l'assimiler. Et au-delà de ça, là il a besoin que je le réconforte. Là l'enfant il a besoin que je le réconforte, il a besoin exactement. Tu laisses le temps. Donc je laisse à plus tard. Et puis tu reviendras d'après. Enfin, tu reviens ensuite en te disant, tu sais tout à l'heure ton comportement, il n'était pas acceptable. Tu t'es mal comporté. Voilà pourquoi. Et là, en fait, l'enfant est dans de meilleures dispositions pour comprendre. Voilà. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut... là, je ne suis pas d'accord. Tu viens de me mettre un coup de poing dans la figure. Non. Ce n'est pas gentil. Ah non, surtout pas. Pas du tout. Tu grondes, tu es ferme, mais tu vas quand même prendre l'enfant dans tes bras, tu vas quand même le calmer. Exactement. Et tu vas lui dire, écoute, tu vas aller dans ta chambre. Tu vas te calmer, mais j'ai pas envie. Chut, tu te calmes, tu vas dans ta chambre, tu patientes un petit peu. Si tu veux prendre un livre, si tu veux prendre un jouet, prends-le. Tu vas te calmer un petit peu. Et après, on parle. On parlera tout à l'heure. Après, on parle. Et c'est super important. Il faut laisser le temps. Parce que, en fait, d'un côté, je suis d'accord avec le fait que les punitions, ça doit pas être pour tout et n'importe quoi. Et au-delà de ça, il faut au maximum essayer de faire en sorte que la punition soit liée à la bêtise. C'est-à-dire que, je sais pas, il a renversé quelque chose. Sa punition, c'est simplement, même si c'est pas vraiment une punition, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il répare sa bêtise. Voilà. Mais des fois, c'est obligé, la punition. Mais en fait, on se rend compte que quand on parle aux enfants, les punitions, elles sont rares. C'est quand la dernière fois qu'on les a punis? Et même les punitions en question. Oui, même les punitions, c'est généralement juste réparer ça. Voilà, juste respire un petit peu le temps que tu te calmes. Va dans un coin, réfléchis à ce que tu viens de faire. C'est ça, exactement. Et tu viendras essuyer quand tu seras calmé. Tu viendras t'excuser ou. Exactement. Exactement. On n'est jamais allé plus loin que ça en termes de punition. Non.
Non, et puis même, ça dure pas très longtemps. En général, c'est juste le temps que l'enfant se calme pour qu'on puisse parler avec, quoi, Exactement. c'est tout. Et par pitié, s'il vous plaît, votre amour, il est inconditionnel. Et il y a des parents, et ça, c'est un truc qui me saoule tellement, qui, quand leur enfant a fait une bêtise, ils retirent un peu leur amour. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est là, tout de suite, je ne t'aime pas. Parce que tu viens de faire une grosse bêtise. Jamais. Votre enfant, même s'il a fait une énorme bêtise, vous l'aimez toujours de manière inconditionnelle. Et c'est tellement important de montrer à votre enfant que peu importe ce qu'il fera, et ne croyez pas que ça va l'encourager à faire des bêtises, hein, parce qu'au final, il y a d'autres conséquences à sa bêtise. Mais le fait de lui mettre dans la tête que certaines bêtises peuvent faire que son propre parent, c'est-à-dire la personne qui doit l'aimer de manière inconditionnelle, ne l'aimera plus, mais c'est catastrophique, c'est absolument catastrophique. Et d'ailleurs, je le remarque chez ma fille, des fois quand je suis vraiment fâchée, c'est-à-dire qu'elle a fait une grosse bêtise, des fois elle vient, elle me dit je t'aime, parce qu'elle a besoin que je la rassure, elle a besoin que je la rassure sur le fait que je l'aime. Vous m'entendrez jamais lui dire là tout de suite je ne t'aime pas, ou non là je ne t'aime pas parce que tu as fait ça, jamais. Elle me dit je t'aime, je lui réponds moi aussi je t'aime. Des fois je réponds moi je t'aime encore plus, moi je t'aime 1000 fois. Mais je suis extrêmement fâchée de ce que tu viens de faire parce que c'était pas la chose à faire. Et je lui explique. C'est fréquent ça, les gens qui disent je ne t'aime pas. Ouais, des fois ma mère faisait ça. Je m'en souviens, ça m'a marqué en plus. Vous voyez, j'ai bientôt 30 ans et ça m'a marqué.